Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h30. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invitée du jour, Hélène Conway-Mouret, bienvenue. Vous êtes sénatrice représentant les Français établis hors de France, membre du groupe socialiste, écologiste et républicain, secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Vous allez réagir à différents sujets et peut-être que vous nous direz notamment ce que vous attendez des annonces d'Emmanuel Macron dans moins de 2 heures maintenant. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous ce soir, Quentin Calmet. Bienvenue Quentin. Vous revenez-vous sur les questions au gouvernement au Sénat tout à l'heure. Elles étaient particulièrement chahutées. Voilà Rebecca, bonsoir. Et effectivement, pour l'occasion, je suis resté ici en tribune de presse de l'hémicycle. Je vous raconte tout ça dans un instant. On a hâte de tout savoir. Marion Vigreux est également avec nous ce soir. Bienvenue Marion. La future loi recherche est arrivée au Sénat. Elle se veut ambitieuse et pourtant, elle est loin de faire l'unanimité. Oui, effectivement, Rebecca, certains sénateurs, mais aussi certains universitaires estiment qu'elle n'a aucune ambition budgétaire, qu'elle n'est pas à la hauteur des attentes. Et on les entendra avec vous. Bruno Fulini est également avec nous. Bienvenue. On retrouve notre historien, auteur de La France du temps des républiques. Bienvenue à vous. Votre éclairage historique va nous expliquer pourquoi on a un régime tellement présidentiel, tellement jupitérien, diront certains. Et oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 28 octobre, date très importante. C'est un 28 octobre, et bien que tout s'est noué, les Français ont décidé qu'ils éliraient eux-mêmes directement le président de la République. C'était en 1962. Et ça a probablement tout changé. On y reviendra avec vous. Dans une demi-heure, notre grand débat. On va s'arrêter sur la colère et l'incompréhension des oppositions face à l'exécutif dans sa gestion de la crise Covid. On a été frappé hier soir par les réactions ulcérées à la sortie de la consultation organisée par Jean Castex. Impréparation, flou, café du commerce, on est venu pour rien. Voilà en substance qu'ont déclaré les élus et les chefs de parti. Derrière la crise sanitaire, c'est peut-être une crise politique qui est en train de s'installer. Cette deuxième vague a-t-elle définitivement enterré l'Union nationale ou ce qu'il en restait? #ALPL si vous souhaitez réagir ce soir sur Twitter. Mais d'abord, les chiffres de la crise sanitaire, ils montrent malheureusement que l'épidémie est peut-être hors de contrôle. Il y a actuellement 7 fois plus de personnes hospitalisées en France que le 17 mars dernier. Pourquoi? Parce que cette fois, aucune région n'est épargnée. 5 d'entre elles ont même déjà dépassé le seuil d'alerte de 60% des patients Covid en réanimation. Les autres chiffres, c'est avec Jérôme Rabier. La seconde vague est là et ce sont les chiffres des derniers jours qui ont poussé l'exécutif à réagir et Emmanuel Macron à prendre la parole ce soir. Car depuis plusieurs jours, toutes les courbes s'envolent. Nombre de cas, hospitalisation, occupation de lits en réanimation, décès. Les chiffres d'hier soir ont fini de doucher les espoirs. 523 décès supplémentaires, même si une partie de ce chiffre est un cumul sur 4 jours des décès en EHPAD. La France a désormais dépassé la barre des 35 000 décès dus au Covid. Et le porte-parole du gouvernement est très clair, cela ne va pas s'arranger rapidement. Nous avons des simulations, des estimations des scientifiques de l'Institut Pasteur qui nous indiquent qu'au regard des contaminations qui sont intervenues ces derniers jours encore, massivement, je ne vais pas redire ici les chiffres, vous les avez, la situation de nos réanimations dans 2 semaines pourrait être celle que nous avons connue au pic de la première vague. La différence par rapport à la première vague, c'est que désormais l'ensemble du pays ou presque est touché, empêchant par exemple de faire venir des équipes de zones moins impactées dans les foyers les plus importants, comme cela a pu être fait au printemps. Le personnel hospitalier est déjà face à un mur et implore des mesures strictes. Je pense que les personnes ne se sont pas rendues compte de la violence qui se passe ici à l'hôpital, notamment dans cette deuxième vague où il s'agit de faire coexister l'accès des personnes Covid+, avec tous les autres patients. Et quand on sait que notre réanimation ici est déjà à 75% de son taux d'occupation, 75%, on sera à 100% la semaine prochaine, où on met les malades. D'ores et déjà, des interventions non vitales sont ou vont être déprogrammées dans les hôpitaux afin de libérer des lits et des personnels pour accueillir des patients Covid toujours plus nombreux. Allons plus loin donc avec vous. D'abord Hélène Conway-Mouret, je le disais, l'épidémie est hors de contrôle. Est-ce que vous êtes vous aussi en colère? Est-ce que vous jugez que ce gouvernement a été dans le flou, dans l'impréparation et l'est toujours aujourd'hui? Écoutez, oui, c'est une colère qui est sourde et qui est très largement partagée avec toutes celles et ceux que je rencontre dans tous les milieux. Aujourd'hui, je crois que les termes qui viennent spontanément à l'esprit sont impréparation, improvisation
alors que nous avons vécu quand même un drame en ce début d'année et que l'on pouvait penser que nous avions, pendant la période estivale, le temps de tirer les leçons. On nous avait, on nous avait proposé une augmentation du nombre de lits, par exemple, qui ferait qu'aujourd'hui, on ne serait pas devant un mur et devant cette terrible décision à prendre, à savoir si, en effet, on ne reconfine pas, cela veut dire que l'on accepte de fait que des personnes ne soient pas soignées, alors que la logique voulait qu'on augmente le nombre de lits de façon exponentielle pendant les quelques mois que nous avions, pour avoir aujourd'hui les 15 000 lits qui étaient prévus, alors que nous en sommes péniblement à 6 000. Et le ministre de la Santé se réjouit qu'en effet, il est passé de 5 000 à 6 000. Mais cela en quelques semaines. Pourquoi tout ce temps? Pourquoi cette réaction? Pourquoi aussi cette concentration de décisions qui fait que personne n'est associé? Et là, c'est la colère de la sénatrice qui s'exprime, de se dire que cette union nationale est nécessaire, mais cela veut dire que chacun doit jouer son rôle, que nous avons tous des choses à dire, que nous sommes aux premières loges, j'allais dire, pour savoir ce qui se passe dans les territoires et de pouvoir faire remonter toutes ces informations quant aux dysfonctionnements, quant aux solutions peut-être qui sont proposées, avec pour ma part aussi finalement au niveau européen voire mondial des bonnes pratiques que nous pourrions adopter, puisque nous avons des retours de nos Français établis hors de France qui nous disent voilà ce qui se passe. C'est un peu l'axe de défense du gouvernement de dire attendez, l'épidémie, elle est en train de toucher toute l'Europe et tout le monde est en train de reprendre des mesures très restrictives. Oui, c'est un argument. Certes, mais pourquoi ne pas faire appel à toutes les bonnes volontés, et notamment à celles des parlementaires, même à celles des ministres, parce qu'on voit aujourd'hui quand même des ministres qui ne servent pas à grand-chose, si ce n'est que de répondre aux questions d'actualité, en expliquant qu'ils ne savent pas, ou un Premier ministre qui convie, et vous l'avez mentionné dans vos propos introductifs, qui convie à la fois les chefs de parti et les présidents de groupe, pour leur dire qu'il est là pour cocher la case consultation, mais qu'il n'a rien à leur dire, parce qu'il faut qu'il attende que le président de la République, dont ce n'est pas le rôle, parce que je ne pense pas que ce soit le rôle du président de la République, d'annoncer l'heure de fermeture des bars. Mais enfin, bon, on en reparlera peut-être. On en reparlera certainement avec Bruno. Mais voilà, on est dans la confusion des rôles et dans le fait qu'on nous demande en plus demain d'attendre le discours de ce soir pour ensuite avoir un discours et voter dans la foulée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement ce que nous pouvons apporter comme solution, ça n'intéresse personne, que nous avons un individu à la tête de l'État aujourd'hui qui décide de tout, et que tout le monde doit exécuter, alors que l'on voit que nous allons peut-être devoir subir à nouveau un confinement avec les résultats dramatiques que cela a sur le plan social et économique. Voilà. Et donc, cette colère, c'est à la fois le sentiment d'impuissance, de se dire qu'il y a des choses à faire, collectivement, mais qu'on ne nous donne pas la possibilité. Et que cela ne se fait pas. On va continuer d'en parler, notamment avec nos chroniqueurs. C'est l'heure du club. Et Quentin Calmet, c'est vous qui commencez ce club en direct, donc depuis l'hémicycle du Sénat, un hémicycle qui a clairement été le théâtre de questions au gouvernement pour le moins houleuses. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était assez intéressant, une séance assez calme avec des moments de forte tension d'un seul coup et plusieurs passes d'armes aujourd'hui sur la question de la responsabilité politique de cette deuxième vague, même si elle touche, et il faut le dire, aujourd'hui, plusieurs pays de l'Europe, et d'ailleurs ça a été dit dans l'hémicycle. Les sénateurs ont interrogé le ministre de la Santé à plusieurs reprises depuis l'été. Quels ont été vos actes pour prévenir cette deuxième vague? Et ainsi, le sénateur LR Alain Milon, il a parlé d'une seconde vague qui est celle de l'impréparation. C'est d'ailleurs les termes qui étaient aussi utilisés par votre invitée Hélène Conway-Mouret. Et lui, il a dit le répit de cet été aurait dû être mis à profit, a donc dit Alain Milon. Je voulais vous faire écouter une deuxième de ces piques, c'est celle d'un sénateur qui s'appelle Bernard Jomier, qui appartient au groupe socialiste, un sénateur qui est d'ailleurs membre de la commission d'enquête sur le Covid et qui est médecin de profession. On l'écoute ensemble. Il n'est pas digne de renvoyer aux Français la responsabilité de cette seconde vague. Elle est en premier la responsabilité de ceux qui n'ont pas su analyser et agir à temps. La stratégie tester, tracer, isoler est en échec et les Français n'y sont pour rien. Alors, Monsieur le Ministre, nous attendons ce soir l'annonce de nouvelles mesures restrictives
elles seront le marqueur de l'échec de notre politique de santé publique. Ayons le courage de le reconnaître. De son côté, Olivier Véran, lui, il a regretté ces attaques. Il a dit on ne sauve pas des vies avec des attaques politiques. Mais un peu plus tard, dans la même séance, lui-même a fait quelques piques politiciennes. Rebecca. Quentin, on a aussi assisté à une passe d'armes entre, cette fois, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Oui, c'est parti d'un sujet qui, a priori, n'était pas directement lié. C'était sur une question sur l'immigration. Et bien là, Gérald Darmanin, il a envoyé une pique au chef de file de la droite ici au Sénat. Il s'appelle Bruno Retailleau, bien sûr. Le ministre de l'Intérieur a évoqué une interview du sénateur de Vendée. Écoutez Gérald Darmanin. Quand j'entends le président de votre groupe ce matin sur RTL dire, je cite M. Retailleau, qui donne des leçons de fermeté à tout bout de champ. Oui à la caricature, mais avec une forme de respect. Eh bien non, Monsieur le Président Retailleau. La liberté d'expression, elle est totale, même quand ça gêne, elle concerne toutes les religions, et c'est avec ce genre de format. Monsieur Ciotti vous a d'ailleurs corrigé, Monsieur Abad vous a corrigé, et oui, vous devriez retirer vos propos, parce que je crois, Monsieur le Président Retailleau, que c'est avec des propos comme ceux-ci qu'on n'encourage pas le Président de la République et le gouvernement à être fermes comme nous le sommes depuis ce matin. Voilà, vous venez de le voir à l'image, Bruno Retailleau qui est sorti de cette séance des questions d'actualité très énervé, et on l'a senti quand il est venu nous voir à Public Sénat, on lui a tendu un micro, c'était Alexandre Poussard qui l'a fait écouter. Monsieur Darmanin a dit devant les sénateurs que Monsieur Abad m'avait taclé. C'est absolument faux, c'est un mensonge. Il faut que les Français sachent qui est Monsieur Darmanin, je tiens à le dire, et c'est moi qui ai proposé l'interdiction du voile pendant les sorties scolaires. C'est moi qui ai proposé l'interdiction des listes communautaristes. C'est nous, avec Philippe Bas, qui ont proposé la modification de la Constitution pour que la laïcité soit reconnue dès l'article 2 de notre norme suprême. Donc ça suffit. Assez de mensonges. Ce que les Français demandent, ça n'est pas de mettre en cause l'opposition. Ce que les Français demandent, ce sont des actes. Et nous jugerons le gouvernement et M. Darmanin aux actes et non pas à ces déclarations qui sont mensongères parfois. Voilà Rebecca pour tous ces pics de tension et ces pics échangés entre l'opposition de droite et de gauche avec le gouvernement à quelques heures maintenant de la prise de parole d'Emmanuel Macron. Un petit mot sur ces échanges, Hélène Conway-Mouret, qu'est-ce que ça vous inspire de ces passes d'armes auxquelles on assiste ? C'est une tension qui ne devrait pas être entre l'exécutif et le Parlement. Et je crois qu'à force de mépriser finalement notre action, on nous assomme d'ordonnances, de procédures accélérées qui n'ont pas lieu d'être, mais qui sont aujourd'hui devenues la norme, ce qui fait que nous examinons des parties de textes et non pas les textes dans leur intégralité. Vous voulez dire que vous comprenez l'agacement, la colère de Oui, je crois qu'à force d'être méprisés, les parlementaires, enfin les sénatrices et les sénateurs montrent à la fois de la colère, c'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais bon, et puis beaucoup de frustration, parce que je crois que nous sommes tous là très engagés, nous avons un sens de l'État, nous travaillons pour notre pays, et de voir ainsi bafouer finalement cet engagement, enfin ces heures, ces jours que nous passons au service des Français pour faire des textes qui soient les mieux possibles, enfin les mieux rédigés possibles. Ce sont quand même les règles et les lois qui vont s'appliquer à notre quotidien. Donc il faut que nous prenions le temps de les examiner, d'aller au plus proche de ce dont nous avons besoin et de répondre à ces besoins. Eh bien là, c'est tous ces sentiments, et je pense qu'au fil du temps, je ne pense pas que la relation s'améliore entre l'exécutif et le Parlement, malheureusement. Enfin, en tout cas, le Sénat, puisque l'Assemblée nationale, elle, continue pour l'instant, à être... lui est favorable. Oui, avec des députés qui mettent en place, comme ils le disent, le programme du président, comme si, je pense, le Français moyen se souvenait de ce qu'il y avait dans le programme du président Macron, de ce qui avait été proposé il y a 3 ans. Mais Est-ce que sur le fond, on peut revenir sur ce bras de fer de plus en plus dur qui oppose la France à la Turquie, à Erdogan en tout cas ça ne s'est évidemment pas arrangé avec la nouvelle une de Charlie Hebdo. Erdogan, dans le privé, il est très drôle. Voilà le titre de ce dessin, de cette caricature et ce titre qui l'accompagne. Ankara a fait savoir qu'elle apporterait, je cite, une réponse judiciaire et diplomatique à ce dessin. Et Erdogan a même parlé des vauriens de Charlie Hebdo. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On est dans une escalade sémantique.
Qui pourrait aller plus je loin. pense que l'impertinence est acceptable quand elle est drôle. Là, sincèrement, ce dessin, moi, ne me plaît pas. Mais c'est subjectif. C'est complètement subjectif et c'est personnel. Mmh. Mais bon, non, on est dans une escalade aujourd'hui verbale avec des tensions qui sont à la fois au niveau diplomatique, qui deviennent personnelles, de la part finalement d'un président dont on ne peut pas attendre autre chose au vu des difficultés qu'il rencontre dans son pays. On sait très bien qu'on utilise toujours la politique étrangère pour essayer de résoudre des problèmes de politique intérieure. Donc, et gagner en popularité. Il est complètement là-dedans. Ouais. Oui, en plus, il veut s'imposer comme étant le chef et le leader maintenant de ses frères musulmans qui sont quand même dans un grand nombre de pays. Mais vous craignez que ça aille plus loin? Vous croyez que ça va s'arrêter là, qu'on est juste dans un jeu sémantique, ou vous craignez une vraie levée de bouclier dans le monde arabe dont Erdogan pourrait être un leader? C'est ce qu'il essaye de réaliser. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut que, sur le plan diplomatique, que nous soyons très vigilants, parce que quand un pays comme le Maroc, qui est quand même un ami de la France, réagit et se laisse entraîner finalement dans ce que le président Erdogan souhaite, il faut que nous soyons vigilants. Donc je pense qu'il faut faire preuve, et c'est le rôle de la diplomatie, de beaucoup de pédagogie, à expliquer en effet notre attachement à la liberté d'expression, ce que nous permettons dans notre pays, et peut-être à un moment de ne peut-être pas pousser le bouchon trop loin, à savoir que certains doivent aussi voir et accepter les réactions des autres. Voilà, mais je pense qu'il faut une désescalade aujourd'hui, parce que nous avons vu des tensions qui sont des tensions militaires en mer Méditerranée, que la ministre Parly d'ailleurs a rappelé tout à l'heure. Donc à un moment, il ne faut pas franchir le pas. On sait très bien que parfois il suffit d'une étincelle. Absolument. Et quand on a un président aussi déterminé à surfer sur le sentiment nationaliste chez lui, on peut se dire qu'il n'a pas de limite, d'autant qu'il y a une certaine vacance aujourd'hui américaine qui fait que ceux-là ne sont plus le gendarme du monde, et que résoudre nos problèmes directement avec les Turcs devrait être repris dans un petit peu plus globalement. Une étincelle peut suffire, et l'historien que vous êtes, Bruno, ne dirait pas le contraire, j'imagine. Marion Vigreux, on va continuer ce club avec vous. Vous êtes intéressé aujourd'hui au projet de loi de programmation et de la recherche qui était donc examiné ce mercredi au Sénat. Oui, après avoir été repoussé à 2021 pour cause de crise sanitaire, le projet est finalement réapparu à la fin de l'été, avec donc un calendrier accéléré. Adoption sans encombre à l'Assemblée, c'était le 23 septembre dernier. Et puis présentation au Sénat ce mercredi, en ce moment d'ailleurs, en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Alors ce projet de loi, que prévoit-il? Eh bien, il doit permettre un réinvestissement massif dans la recherche publique. Le gouvernement s'engage sur une augmentation de 25 milliards d'euros sur 10 ans. Autre ambition de ce projet de loi, la revalorisation des salaires et des carrières, la simplification des démarches administratives, et puis la diffusion de la recherche dans la société et l'économie, avec notamment plus de ponts avec les entreprises. Rappelez peut-être le contexte dans lequel ce projet de loi a vu le jour. Oui, c'est un contexte avec un milieu universitaire de moins en moins doté, une recherche française qui décroche sur la scène internationale faute d'investissement. Conséquence, le nombre d'inscriptions en doctorat est en baisse, les métiers de la recherche n'attirent plus, et cela fragilise la position scientifique du pays. Sur cette nécessité de revaloriser la recherche française, écoutez ce qu'en dit le rapporteur du projet de loi au Sénat, la sénatrice LR, Laure Darcos. C'est qu'il faut véritablement que pour nos chercheurs de demain, on puisse leur faciliter la vie pour qu'ils restent en France, et que même après leur diplôme de doctorant, qu'ils puissent continuer à être heureux de travailler ensemble, et qu'on leur facilite la vie en termes de carrière et de rémunération. Mission de la culture qui a planché sur le projet, et les sénateurs ont appelé à lever certains points qui leur posaient problème. Oui, ils sont notamment parvenus à raccourcir la durée de la programmation de cette loi. Elle passe de 10 à 7 ans, et ils ont également obtenu une meilleure répartition de l'investissement. Comme vous allez le voir à l'antenne, à l'origine, la hausse du budget était progressive d'année en année, avec 400 millions en 2021, 800 millions en 2022, 1,2 milliard en 2023. Cela faisait peser la majorité des efforts financiers
financiers sur les années 2028-2029 et donc sur le prochain quinquennat. Cet aspect devrait évoluer puisqu'une rallonge de 200 millions d'euros a été annoncée pour 2021. Alors le gouvernement, lui, parle d'un projet de loi historique, c'est leur terme. Pourtant, certains au Sénat et même dans le milieu universitaire, on le voit d'ailleurs sur ces images, ne partagent pas du tout, mais alors pas du tout cet enthousiasme. Oui, et pour preuve, une manifestation s'est tenue devant le Sénat en début d'après-midi. Une quarantaine d'enseignants, chercheurs et d'étudiants sont venus faire entendre leur désaccord face à ce projet de loi. À notre micro, ils évoquent leur situation et leurs craintes. On assiste à un changement total du métier de chercheur. Maintenant, mes collègues, ils ne cherchent plus tout à fait selon des critères scientifiques, ils cherchent surtout du fric pour pouvoir travailler. Par la mise en concurrence des laboratoires et des chercheurs, on va avoir une recherche qui est dépendante de l'actualité et qui va être soumise à des objectifs de rentabilité, qui est une pensée court-termiste qui empêche in fine la recherche d'avoir lieu. Et ces derniers craignent une distribution arbitraire des financements, mais aussi la disparition de leur indépendance et de la recherche fondamentale, celle qui prend du temps. Le sénateur communiste Pierre Ouzoulias était à leur côté. À ses yeux, ce texte n'est qu'un outil marketing et n'est absolument pas au niveau des besoins. Moi, je suis archéologue, donc je suis habitué à chercher des choses difficiles à trouver. Et là, le budget supplémentaire, je ne l'ai pas trouvé. Ça fait 2 mois que je travaille sur la loi, je ne l'ai pas trouvé. Les 3 commissions reconnaissent que l'engagement budgétaire est très faible et quasiment inexistant. Et qu'on continue sur la trajectoire budgétaire qui était celle de ce gouvernement pour les budgets 2018, 2019 et 2020. Et pourtant, avec ce projet de loi, le gouvernement souhaite faire passer la part du PIB consacrée à la recherche et développement à 3%. Il est actuellement de 2,2%. Mais 3%, c'est l'objectif qui avait été fixé en 2000 au Conseil européen de Lisbonne. Globalement, hormis l'Allemagne et la Suède, beaucoup de pays européens sont à la traîne en matière de recherche. Le dynamisme est du côté des États-Unis, mais aussi de l'Asie. À titre d'exemple, en Corée du Sud, c'est 4,53% du PIB qui est affecté à la recherche, plus du double par rapport à la France. Quant au calendrier, eh bien, le projet de loi, je vous le disais, est examiné aujourd'hui. Il devrait être voté d'ici la fin de la semaine. Et comme c'est une procédure accélérée, il n'y aura pas de deuxième lecture à l'Assemblée. C'est une commission mixte paritaire qui devrait se réunir d'ici 2 semaines pour finaliser le texte commun. Mixte paritaire, on le rappelle, c'est quand les députés et les sénateurs tentent de se mettre d'accord. A priori, ça a l'air un peu compliqué. Hélène Conway-Mouret, vous aussi, vous le trouvez largement insuffisant, ce texte ? Oui, il est vraiment très décevant. Il y avait une énorme attente. Et c'est vrai que quand on a une communication et qu'on vous présente un projet de loi comme étant historique, inédit, enfin tout ce vocabulaire auquel on commence à s'habituer, et que d'un seul coup vous découvrez le texte, vous avez, c'est une chute libre. Et vous vous dites c'est pas possible. Oui, parce que je crois qu'il y a une vraie prise de conscience que la France décroche. La recherche fait partie aussi de notre soft power. Pendant des années, nous avons attiré des étudiants étrangers qui venaient vivre en France pendant le temps de leurs études, qui ensuite assuraient des postes à responsabilité dans leur pays, qui faisait que eh bien, nous avions dans les relations bilatérales tout un tas d'interlocuteurs dans différents secteurs d'activité qui nous comprenaient, nous pouvions travailler avec eux. Et donc nous perdons tout cela aussi. Il y a un déclassement. Oui, nous perdons cette influence parce que ces jeunes vont ailleurs. Au lieu d'apprendre le français, ils vont apprendre l'anglais. Et en fait, c'est un décrochage à tous les niveaux. Et l'impact est beaucoup plus grand que ce que l'on peut imaginer. Et donc, ce manque d'investissement, c'est la même chose que pour les lits. Si nous avions suffisamment de lits, au lieu de mettre des milliards aujourd'hui à essayer de rattraper des entreprises qui sont en train de fermer, qui sont dans des situations inextricables, et qu'il faut aider, bien sûr, si cet argent était mis en amont, on est à nouveau dans la prévention plutôt que dans la réaction, eh bien, on aurait en effet une recherche à la hauteur de ce que nous avons avec des jeunes femmes qui sont prix Nobel. Emmanuelle Charpentier. Mais qui ne font pas leur recherche en France. Mais d'accord, mais alors le gouvernement parle de mettre un terme à ce qu'il appelle un sous-investissement chronique de la recherche. Quand on entend chronique, on se dit bien que c'est pas la faute d'En Marche, soyons clairs, c'est pas sur les 3 dernières années que la recherche a pâti d'un manque d'investissement. Je veux dire, c'est presque transpartisan. Il y a eu un manque d'investissement chronique depuis des décennies dans la recherche. Absolument. Mais alors, il ne faut pas annoncer un projet de loi inédit, historique, qui va réparer tout ce qui a été mal fait auparavant.
et de montrer et de présenter ce genre de texte. Pourquoi créer un tel espoir? Pour vous, c'est ça le problème. Décevoir un peu juste plus qu'ils ont les fait un gens. teasing un peu fort et que finalement on est Oui, déçus. c'est cette com. On est d'accord qu'il toujours, rattrape qui- peut-être un peu ce qui a été sous-investi avant. Oui, avant enfin eux. 3% du PIB, vous savez, quand vous avez aujourd'hui l'économie que nous avons, la défense sera à plus de 2% du PIB alors qu'on attendait d'y être en 2025. Enfin, bon, je crois qu'aujourd'hui, on va en effet être dans ces pourcentages du PIB au vu de l'état de l'économie. Donc c'est un peu plus facile. Non, je pense que ce qui est décevant, c'est ces annonces, cette prise de conscience. Les uns et les autres investissaient beaucoup d'espoir et cet espoir est c'est la chute déçu. libre. Absolument. Bruno Fulini, on va continuer avec vous. Historien, je le rappelle, auteur de La France du temps des républiques, je le rappelle aussi, on voit cet ouvrage à l'antenne. Vous revenez un peu moins loin que d'habitude dans le passé d'ailleurs, seulement 58 ans en arrière, je crois. On fête un anniversaire, celui d'un vote absolument crucial pour le devenir des institutions françaises. Très important, puisque c'est un 28 octobre que les Français se sont prononcés sur la question de savoir s'ils désigneraient eux-mêmes directement le chef de l'État. Alors vous me direz, oui, mais en 1848... Oui, qu'on peut remonter quand même assez loin, Louis-Napoléon Bonaparte avait été élu au suffrage universel direct. Mais le problème, c'est qu'il avait profité de cette légitimité extraordinaire pour s'emparer de tous les pouvoirs et rétablir l'Empire. Ce qui fait que les républicains ne voulaient plus entendre parler de ce mode de désignation du chef de l'État, ce qui nous amène sous la 3e, sous la 4e République, à l'élection du président de la République par les parlementaires. C'est-à-dire que les députés, les sénateurs se retrouvaient à Versailles et c'était eux qui désignait le chef de l'État en cherchant une personnalité plutôt consensuelle. Il y avait tout un rituel qui d'ailleurs plusieurs fois a amené à l'Élysée le président du Sénat, Émile Loubet, Armand Fallières. Mais dans certains cas aussi, les parlementaires livrés à eux-mêmes ne voulaient pas placer à l'Élysée une personnalité trop forte, quelqu'un qu'ils jugeraient un petit peu trop énergique, un peu trop autoritaire. Et c'est ainsi qu'en 1920, Georges Clemenceau a dû renoncer et c'est le pauvre Deschanel qui a été élu et qui a dû démissionner 7 mois plus tard en ayant complètement perdu la boule. Alors, c'est cela que Charles de Gaulle veut changer lorsqu'il institue la 5e République. Mais il ne veut pas heurter de front les parlementaires. Et puis, à l'époque, un Français sur 4 vote communiste. Il n'a pas envie non plus d'avoir un communiste au second tour. Donc, il se laisse faire avec une formule intermédiaire. Le président de la République est élu par un collège de 81 784 grands électeurs, les députés, les sénateurs toujours, mais noyés dans les conseillers généraux, les maires, les délégués des communes, bref, un grand nombre d'élus nationaux, locaux qui désignent le chef de l'État. C'est dans ce collège que le général de Gaulle est élu président de la République en 1958. En août 1962, il réchappe de très peu à l'attentat du Petit Clamart et il songe à sa succession. Et il lance une révision de la Constitution avec l'idée que le président de la République, à l'avenir, soit élu au suffrage universel direct. Et qui plus est, il fait ça sans suivre la procédure normale de révision de la Constitution, l'article 89. Il convoque directement un référendum au titre de l'article 11. Alors vous imaginez le tollé, des communistes à la droite non gaulliste, l'Assemblée nationale vote une motion de censure, De Gaulle dissout l'Assemblée nationale, le président du Sénat, Gaston Monnerville, accuse le chef de l'État de forfaiture. C'est une crise politique incroyable. Mais les Français vont trancher puisque le 28 octobre 1962, ils votent et à la question de savoir s'ils peuvent désigner eux-mêmes directement le chef de l'État, eh bien évidemment, ils répondent oui. Ils répondent oui à 62%. Et là, nous entrons dans la 5e République que nous connaissons. Ce qui représente une victoire très nette quand même pour Charles de Gaulle. Alors sur le moment, oui, puisque de Gaulle et les gaullistes l'emportent sur tous les partis. Ils triomphent. Mais ce triomphe va un petit peu les aveugler car quand arrive justement la première élection présidentielle au suffrage universel direct de la 5e République, en 1965. De Gaulle, qui pensait être élu au premier tour sans faire campagne, est mis en ballottage par François Mitterrand. Donc une élection difficile. Élection difficile à un second mandat qu'il ne finira pas, puisque un non à un nouveau référendum le conduira à démissionner en 1969. Et donc il ira en Irlande, évidemment, pour se reposer de toutes ces aventures. Avec le recul, Hélène Conway-Mouret, quand on entend tout cela, est-ce que quelque part on peut avoir des regrets de cette élection au suffrage universel direct du président de la République? Je pose cette question volontairement un peu provocante parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on a un régime extrêmement présidentiel à tel point qu'on a même parlé de Jupiter en parlant d'Emmanuel Macron sur ce mandat. Est-ce qu'on a des règles qui font qu'aujourd'hui c'est un peu le président qui décide de tout? Vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le président Macron qui va prendre la parole, mais ce n'est pas son rôle. Mais est-ce que ce n'est pas lié effectivement à peut-être un déséquilibre dans ce rôle donné par les Français au président de la République?
Je crois, ou j'ai l'impression que nous arrivons au bout d'un cycle. Bruno vient d'expliquer en effet la naissance de cette 5e République qui était nécessaire aussi pour apporter un peu de stabilité. Fin de la guerre d'Algérie, et puis on rentrait dans une nouvelle ère. C'était important. Et je crois que le changement de calendrier avec l'élection maintenant législative qui est collée à cette élection présidentielle, ce qui s'est passé aussi dans le temps avec finalement une élection qui est plus portée sur un homme, sa personnalité peut-être, son ego, plutôt qu'un programme, nous éloigne de ce que nous espérions, ou nous espérons, c'est-à-dire finalement la mise en place d'un programme qui ne peut être réalisé, me semble-t-il, que par le biais d'élections législatives, où là, les partis, en effet, proposent des programmes qu'ils mettent en place. Et là, on revient à un régime parlementaire qui n'existe plus, dont nous nous éloignons de plus en plus. Mais rien ne justifie aujourd'hui, je crois, le fait que le président de la République, et je crois que le président Macron, s'accapare tous ces pouvoirs et pousse le système jusqu'à ses limites, voire au-delà des limites. Mais peut-être parce que justement, nous arrivons à la fin de ce cycle où finalement on voit un président tout-puissant qui décide de tout et de plus en plus seul. On disait que le pouvoir finalement notamment sur la crise écartait un petit peu faisait que le président se retrouvait isolé, mais aujourd'hui je pense que c'est volontaire parce qu'il n'y a pas de raison. Et ce matin je voyais un dessin sur un des quotidiens nationaux où le Premier ministre rappelle au président, dit mais tu ne viens pas au Conseil des ministres, il dit ah oui il y a ça aussi. Voilà, donc c'est pas simplement le Parlement. Je crois qu'aujourd'hui, les ministres ont aussi ce sentiment d'attendre la parole du président. Donc, et de devoir assurer le service après-vente. Je pense que nous avons, ou parfois, avec des annonces différentes de celles qui ont été faites la veille. Donc là aussi, c'est compliqué. Mais je crois que nous sommes à la fin d'un cycle et que nous avons peut-être besoin de réfléchir collectivement à toutes ces décisions qui ont été prises, elles ont été prises pour certaines par mon parti. Je ne pense pas qu'elles étaient très heureuses aujourd'hui. Je crois que nous avons besoin de réfléchir collectivement à essayer de retrouver un équilibre entre cet exécutif et les institutions. Je pense que c'est bon pour le pays. On va continuer avec la dernière partie de ce club. C'est l'heure de votre carte blanche. Et pour cette carte blanche, ça peut paraître étonnant, mais on va tout comprendre dans un instant. Vous avez eu envie d'une note d'espoir et qui nous vient du Chili. Oui, en effet, et c'est une annonce qui a été faite, mais qui est passée inaperçue parmi, je pense, tout ce flot d'informations anxiogènes et négatives aujourd'hui, et qui est sorti le 25 octobre, donc il y a simplement quelques jours, d'un référendum qui a eu lieu au Chili. Il faut se souvenir que depuis un an, il y a un mouvement social très important qui a débuté avec une répression qui était assez sauvage, assez sanglante, mais qui a perduré, qui s'est installée dans le temps et qui finalement a amené les principaux partis de ce pays à s'accorder sur la nécessité de convoquer ce référendum avec deux questions. La première, de proposer un changement de la Constitution qui avait été instaurée en 1980 par le régime Pinochet. Et la deuxième question était sur l'outil qui serait utilisé pour la mise en place, la mise en œuvre de cette nouvelle Constitution et qui était... La question était simple, à savoir, est-ce que vous souhaitez avoir une assemblée constituante, faite d'élus, qui déciderait de cette nouvelle constitution? Le taux de participation a été très élevé et le résultat encore plus, puisque à 79% des suffrages, les Chiliens ont dit qu'en effet, 40 ans plus tard, ils voulaient tourner la page Pinochet et aller vers une nouvelle constitution grâce à une assemblée constituante qui sera élue en avril prochain, en 2021, et qui permettra en effet, je crois, de montrer qu'à la fois il y a une conscience politique qui ne meurt jamais, et pour moi, qui est la démonstration de la résilience d'un peuple qui met peut-être quelques décennies pour
être capable de tourner une page, d'autant que celle-ci était particulièrement sanglante et le régime Pinochet a été très répressif, et de montrer que, eh bien, 40 ans plus tard, en effet, il y a cet espoir-là. Donc, je pensais que c'était une petite lumière dans ce tunnel aujourd'hui dans lequel nous sommes engagés. D'ailleurs, un tunnel dont on ne connaît pas ni la sortie, on ne la voit pas en tout cas, et ni la longueur. Donc, je me disais que c'était une touche un petit peu différente par rapport à toutes ces informations qui nous... Vous aviez en quelques secondes envie de nous citer... Oui, parce que en fait, je suis allée sur la tombe d'Allende. C'était pas en 11 septembre, parce que c'est le jour où François Mitterrand finalement fait déposer chaque année une rose. Il nous reste quelques secondes. Voilà, je voulais vous lire simplement quelques lignes. C'est le dernier discours d'Allende de la Moneda qui était bombardée, où il disait « Peu importe, vous continuerez à m'écouter », il s'adressait à son peuple. « Je serai toujours près de vous, vous aurez au moins le souvenir d'un homme digne qui fut loyal avec la patrie. Le peuple doit se défendre et non pas se sacrifier. Il ne doit pas se laisser exterminer, se laisser humilier. Travailleur, j'ai confiance au Chili et à son destin. D'autres hommes espèrent plutôt le moment gris et amer où la trahison s'imposerait. Allez de l'avant, sachant que bientôt s'ouvriront de grandes avenues où passera l'homme libre pour construire une société meilleure. » Et on va essayer de s'inspirer de ces mots pour la suite. Je pense que c'est d'actualité. Merci infiniment pour cette demi-heure, Hélène Conway-Mouret. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Merci à nos 3 chroniqueurs. Merci Bruno. La suite d'Allons plus loin, c'est notre grand débat. On va revenir sur la crise politique qui semble se profiler derrière la crise sanitaire. Emmanuel Macron prend la parole dans moins d'une heure et demie maintenant. Il s'adresse aux Français avant un débat au Parlement, ce qui est déjà d'ailleurs très mal perçu, et après une consultation jugée totalement inutile pour ceux qui y ont participé. On a entendu des élus très en colère après leur rendez-vous à Matignon hier soir. On a aussi assisté, on l'a vu, à beaucoup de moments de tension au Sénat cet après-midi. La deuxième vague a-t-elle tué l'Union nationale ou ce qu'il en restait? On va ouvrir la discussion avec nos invités dans un instant. D'abord, les réactions avec Jérémy Heinzmann. À quelques heures des annonces d'Emmanuel Macron, la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement a occupé une grande partie de la séance de questions. Première à interpeller l'exécutif, Bernard Jomier a dénoncé ce qu'il appelle les dysfonctionnements de l'État face à l'épidémie. Tous les rapports, tous les travaux effectués montrent qu'il y a un problème d'organisation et qu'il y a un problème dans les processus de décision. Cette myriade d'agences sanitaires mal coordonnées entre elles, la création par le chef de l'État d'instances nouvelles alors que la crise est en cours, témoignent de ces difficultés. Réponse du gouvernement, la France ne fait pas pire que ses voisins européens. La seconde vague frappe l'Europe. Elle frappe d'ailleurs indistinctement l'ensemble des pays qui nous entourent. On pourrait penser qu'il faudrait chercher là un dysfonctionnement dans un appareil d'État, où on peut se demander utilement comment freiner collectivement, par l'action de tous et en solidarité, la diffusion du virus avant qu'il ne soit trop tard. Autre point de tension, le manque d'anticipation de l'exécutif, critiqué par Alain Milon. La seconde vague est celle de l'impréparation. Pourquoi ne pas avoir mis à profit ce mois d'été, Monsieur le Ministre, pour préparer l'ouverture de lits de réanimation supplémentaires? Vous en avez annoncé 12 000 le 27 août dernier. Il n'y en a que 5 007, dont 5 000 opérationnels. Là encore, le gouvernement se braque et rentre dans la bataille des chiffres. Monsieur le sénateur Millon, vos chiffres datent. 5 700 lits, c'était avant-hier. Hier, nous étions à 6 400 lits et bientôt nous allons monter à 7 500 lits. Pourquoi nous montons progressivement, monsieur le sénateur? Parce que si nous déprogrammions tous les soins d'un coup, évidemment, on monterait tout de suite à 10 000, 11 000 lits. Mais un, ces lits ne seraient pas aujourd'hui utilisés par des malades Covid. Et deux, on retarderait des soins utiles pour les Français. Et vous me poseriez, à raison cette fois-ci, la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne soigne pas les Français avec des lits vides. Le temps n'est donc plus à l'unité nationale, alors que les nouvelles mesures annoncées par le président seront débattues demain au Parlement. Avec nous pour le grand débat en direct ce soir dans LPL, Olivier Henno, bienvenue. Vous êtes sénateur Union centriste du Nord, vice-président de la Commission des Affaires sociales. Vous êtes membre de la Commission d'enquête Covid au Sénat, dont les travaux continuent. Jérôme Durin, bienvenue. Vous êtes sénateur de la Saône-et-Loire, membre du groupe socialiste, écologiste et républicain, vice-président de la Commission des lois. Valérie Gomez-Bassac est également avec nous à distance. Bienvenue. Vous êtes députée La République En Marche du Var et membre de la Commission des Affaires culturelles et de l'éducation. Et puis Philippe Mouillet est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes sénateur LR des Deux-Sèvres, vice-président de la Commission des Affaires sociales. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Je crois qu'on a rarement vu des responsables politiques exprimer autant de colère, d'incompréhension sur la gestion de cette crise Covid par l'exécutif. Jérôme Durin, est-ce que vous diriez qu'il y a une crise politique derrière la crise sanitaire ?
Il y a une très grosse insatisfaction politique et on se pose la question de notre rôle dans la période. Ça renvoie aux institutions, c'est un long débat qu'on aura sans doute plus tard, il faudra l'avoir. Ça renvoie aussi à la pratique des institutions et la pratique de l'exécutif. Il y a la gestion de la crise, un défaut d'anticipation sans doute, mais il y a surtout un défaut de transparence et un défaut de concertation. Et quand on voit les représentants des partis politiques, les présidents de groupes parlementaires qui sortent plus qu'agacés d'une réunion avec le Premier ministre hier, je crois que c'est lourd de sens. Et ils sont nombreux et tous partis confondus. On a revu les passes d'armes lors des questions au gouvernement tout à l'heure au Sénat. Il y en a eu quelques-unes. Il y a eu aussi cette phrase de Laurence Rossignol qui m'a marquée, qui était adressée à Olivier Véran. Et je me tourne vers vous, Olivier Henno. Vous voyagez seul, lui dit-elle, vous pilotez seul et vous n'écoutez jamais les parlementaires. Est-ce que c'est aussi ce que vous ressentez ou est-ce que vous seriez plus nuancé, plus mesuré ce soir? Vous évoquiez tout à l'heure le terme de crise politique. Oui. Moi, je crois qu'on y est, qu'on s'en rapproche. On est arrivé un peu au bout de la Ve République dans sa version du monarque républicain, où souvent, je constate qu'on critique ce régime, mais on le fait quand on est dans l'opposition. Et puis quand on est dans la majorité, on s'en satisfait. Ça vient de loin, du coup d'État permanent de François Mitterrand. Mais là, on est un peu avec le quinquennat. Et puis la mise à l'écart du Parlement, du Sénat, et puis l'Assemblée, qui est une émanation directe de l'élection du président de la République, je pense qu'on arrive au bout. Et que la réunion d'hier, où les chefs de parti ou les responsables de groupes parlementaires se sont trouvés, ou d'élus locaux, se sont trouvés un peu totalement inutiles. C'est-à-dire que dans une réunion comme ça, normalement, on devrait présenter des scénarios. Débattre, discuter. Et puis après, bien évidemment, il y a la légitimité de la décision. Mais là, on n'y est plus. Et moi j'accuse pas seulement Emmanuel Macron de cette pratique d'une concentration des pouvoirs. Regardez, on est en train de discuter, on est parlementaires les uns les autres, on ne sait pas totalement ce qui sera annoncé tout à l'heure, et on va débattre demain, alors que les annonces auront été faites et que finalement on ne changera pas grand-chose. On arrive au bout de cette logique, je crois. Je laisserai répondre évidemment Valérie Gomez-Bassac dans un instant, puisqu'elle représente le parti majoritaire et c'est aussi important qu'on entende cette voix-là ce soir. Philippe Mouillet, je vous fais un petit tour d'horizon des réactions hier soir après la dite consultation à Matignon. Réaction résumée par François Vignal, un journaliste de Public Sénat, c'est à lire sur notre site publicsénat.fr. Nous avons malheureusement assisté à une forme de grand café du commerce. Ça, c'est la réaction d'Olivier Faure, premier secrétaire du PS. C'est l'échec du déconfinement depuis le 11 mai dernier, nous dit Patrick Kanner, et d'ajouter, Jean Castex a dit « Regardez ce qui se passe dans les pays étrangers, je ne vais pas dire qu'on nous a amusés, mais bon, toutes les cartes sont dans la main d'Emmanuel Macron et c'est lui qui va les abattre et nous, on aura les miettes. » Est-ce que vous ressentez cela? Alors que là, je parle évidemment de responsables de gauche. Est-ce que vous, Philippe Mouillet, sénateur LR, vous ressentez la même chose? Oui, tout à fait. On est dans la même logique. On a bien le sentiment que le pouvoir est exercé de façon très forte uniquement par Emmanuel Macron. Les annonces vont être faites ce soir, on va débattre demain, mais la messe sera déjà dite. Et donc aujourd'hui, nous sommes uniquement dans une capacité de réagir et non pas de pouvoir participer avec l'exécutif à de l'anticipation, à la mise en place d'une vraie stratégie. Pour moi, c'est une défiance vis-à-vis du Parlement, mais c'est surtout une crise de confiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Vous entendez tout ce qui est dit, Valérie Gomez-Bassac, des sénateurs qui nous disent ce soir, on est complètement mis de côté. Consultation hier qui n'avait pas de sens, qui n'était pas une vraie consultation. C'est Emmanuel Macron qui a la main, qui décide de tout, point barre. Non, j'entends les critiques, j'entends les colères. Certaines peuvent être justifiées, mais d'autres non. C'est-à-dire que les consultations ont toujours eu lieu à tout moment avec tous les différents acteurs et intervenants. Maintenant, c'est une crise sans précédent. La propagation du virus est rapide. Il faut prendre des décisions rapidement, mais en même temps, tout le temps en trouvant un juste équilibre entre la protection des citoyens au niveau sanitaire, mais également en essayant de protéger l'économie. Ce sont des décisions qui sont difficiles à prendre, donc elles ne feront jamais l'unanimité. Non, mais sans faire l'unanimité, Valérie Gomez-Bassac, est-ce que sur la méthode, est-ce que sur le manque de concertation dont parlent les élus ce soir, et je cite encore Éric Ciotti ce matin sur Public Sénat, l'un de vos collègues à l'Assemblée, on est dans une situation d'urgence, j'en conviens, mais il y a un affaiblissement du Parlement. Cela traduit un mépris de nos institutions démocratiques. Là, je ne parle pas du fond sur le plan sanitaire, je parle sur la méthode politique utilisée.
Attendez, à tout moment, dans les hémicycles, on s'est exprimé. À tout moment, nous pouvons interpeller les gouvernements. La consultation, ce n'est pas simplement les réunions organisées, c'est également les prises de parole que nous prenons à tout moment, que ce soit à travers les médias, que ce soit dans l'hémicycle. Il en est de même pour le Parlement comme pour le Sénat. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas le droit à la parole. Et les ministres répondent tant qu'ils peuvent à toutes nos sollicitations. Donc je ne peux pas entendre ça. Il faut comprendre aussi qu'ils sont disponibles, mais dans une certaine mesure, parce qu'ils sont appelés de toutes parts. Donc c'est quand même aussi difficile à gérer, mais non, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Et je vais ajouter ce que Marc Fesneau a dit tout à l'heure au micro d'Alexandre Poussard après les CAC. C'est un peu facile de commenter depuis son fauteuil. Nous, on est aux responsabilités. Jérôme Durin. Précisément, ils sont aux responsabilités. Qu'est-ce qu'on découvre là aujourd'hui? On découvre rien. La verticalité revendiquée par Emmanuel Macron au début de son quinquennat, enjamber les corps intermédiaires, un pouvoir très pyramidal, c'est pas nouveau. Donc il n'y a pas de raison qu'il ait changé fondamentalement de point de vue. Moi, je suis sixiémiste. Je pense qu'il faut faire bouger les institutions. Sous François Hollande, il y a eu des crises très graves. Et pourtant, les oppositions étaient plus écoutées. Plus écoutées quand il y a eu des crises terroristes et des idées qui étaient formulées. Donc il y a un vrai problème d'attitude. Et d'ailleurs, une forme de provocation dans l'attitude d'Olivier Véran, je pense qu'il faudrait qu'il fasse ça un petit peu mezzo-volché quand il est dans l'hémicycle. Qu'il se fait interpeller sur des choses objectives. Bernard Jomier, c'est pas un anarchiste quand même, et qui répond avec beaucoup d'agressivité. Voilà, c'est déplacé. Et vous entendez Valérie Gomez-Bassa qui disent les ministres sont sursollicités et ils répondent à vos questions. Peut-être on va vous laisser répondre. Oui, pardon. Oui, j'aimerais bien réagir parce que ce n'est pas, à chaque fois, ce ne sont pas des remarques constructives, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont des reproches. On manque d'anticipation, ou alors ce n'est pas bien géré, ou alors que tout est fait dans le bon sens et en fonction des moyens que chacun dispose, c'est certain. Donc ce sont des critiques un peu faciles qui peuvent aussi un peu aussi énerver. On n'arrête pas de nous parler, par exemple, du nombre de lits. Aujourd'hui, la problématique, c'est pas tant le nombre de lits, c'est d'éviter que les gens aillent dans le lit. Parce que s'ils sont dans des lits de réanimation, c'est le pronostic vital qui est engagé. Oui, donc déjà trop tard. On a l'impression à chaque fois que le curseur n'est pas le même. Donc moi aussi, ça aurait tendance à me mettre en colère parce qu'on est à un moment où on doit faire preuve d'unité, de solidarité au-delà de nos appartenances partisanes. Et malheureusement, je constate que ce n'est pas toujours le cas. C'est votre responsabilité, madame. Entendons-les justement ces critiques sur la gestion. C'est pour ça que je réponds. C'est clairement un procès en impréparation qui est fait au gouvernement. Manque d'anticipation, manque de pilotage, peut-être un peu plus nouveau, au moins dans la formulation, le procès du en même temps, selon Éric Ciotti, qui était l'invité de Bonjour chez vous ce matin sur Public Sénat. On l'écoute et je vous fais réagir ensuite. J'ai dénoncé à l'époque le en même temps sanitaire. Le en même temps sanitaire. J'ai dit, on avait le sentiment qu'il y avait une partie du gouvernement qui voulait des mesures dures et puis une autre partie, une autre, et que finalement, le président de la République n'a pas tranché entre, en gros, la ligne économique et la ligne sanitaire. On a été dans le en même temps sanitaire. Bien, le en même temps, en matière sanitaire, comme sur l'économie ou comme sur la sécurité, ça ne donne jamais de résultat. Il faut décider, il faut trancher, ça n'a pas été fait. Si on avait pris certaines mesures lorsqu'elles étaient évoquées début septembre, dans les premières semaines de septembre, eh bien, on aurait mieux protégé. Là, c'est tout un logiciel, tout le logiciel d'En Marche qui est remis en question. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Le logiciel du en même temps qui ne marche pas avec la gestion d'un virus. Peut-être parce que je suis centriste, je ne ferai pas à ce point le procès. C'est pour ça que je préférais faire le procès de la Ve République, parce que de mémoire, dans des circonstances quelquefois moins rudes, voilà, la concentration des pouvoirs à l'Élysée, c'est tout de même pas d'aujourd'hui. Et je veux dire, les mêmes qui critiquent, finalement, utiliser la Ve République pour pouvoir gouverner en dehors du Parlement. Je pense que c'est à nous, sur toutes ces questions. Vous voyez, par exemple, moi, le couple, souvent vanté, maire-préfet, ben moi, c'est un couple qui me va pas bien, voyez-vous. C'est un couple d'avant la décentralisation. On accepte tout ça, mais c'est un couple d'avant 1982, le couple maire-préfet. Non, il y a le Parlement, il y a les institutions, les collectivités territoriales. Bon, je pense que c'est un moment de crise qui est quand même terrible, et que gouverner dans cette période, c'est pas la période si simple. Donc il faut un peu de mesure. Moi, ce que je regrette,
c'est que publiquement, et je crois que là, il y a le malaise. Et là, le Parlement devrait occuper normalement tout son rôle. Bien sûr qu'on entend les ministres, bien sûr qu'il y a des auditions, bien sûr qu'il y a des commissions, bien sûr qu'on est en démocratie. Il faut tout de même être sérieux. Mais le problème, c'est qu'on met pas toutes les questions sur la table. Par exemple, sur cette question du confinement, le confinement générationnel, moi, j'y suis pas favorable, mais ça mérite d'être débattu. Aujourd'hui, il y a toute une jeunesse, par exemple, qui pense que ces questions-là ne sont pas débattues, qu'elles sont confisquées au fond dans des lieux mal identifiés et que la prise de décision n'est pas en toute transparence. Ça, c'est le sentiment des Français. Et moi, ce que je crains avec gravité, quand vous parliez de crise politique, c'est qu'à un moment donné, sur des décisions aussi lourdes, si elles ne sont pas suffisamment partagées et si tout n'est pas mis sur la table, alors il y a un risque de crise dans la rue. Donc vous faites et il y a un risque de procès en violence. manque de transparence qu'en manque de préparation. En clair. Manque de préparation, oui. Le manque de préparation, je le vois plus dans la première crise qu'aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que je pense, mais les experts sont aussi peut-être responsables, il y a eu une sous-estimation de l'ampleur de cette deuxième vague. Ça, je crois qu'on... Quand on a interrogé le gouvernement, il ne voyait pas arriver une deuxième vague d'une telle ampleur et aussi rapidement. Et donc là, il y a naturellement une erreur d'anticipation. Philippe Mouillet et ensuite Jérôme Durin. Je ne sais pas si la question c'est le problème du en même temps, mais de nouveau, je reviens sur le problème de la confiance. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est quoi? On a le sentiment que la transparence n'est pas là. On n'a pas les bons chiffres, on n'a pas les bonnes données, on n'a pas les éléments et les processus. On a le sentiment que le gouvernement ne se remet jamais en cause. Aujourd'hui, lorsqu'on a écouté Olivier Véran aux questions d'actualité, on a le sentiment que tout allait bien, toute l'organisation fonctionnait bien. Et en même temps, on voit bien qu'il y a un manque d'anticipation parce que dès le mois de juillet, les experts indiquaient le risque probant d'une crise forte cet automne. Et on est tous les éléments. Alors l'unité nationale, on peut la trouver, mais on la trouve comment? C'est lorsqu'on est capable de mettre sur la table tous les enjeux, qu'on essaye ensemble de trouver des solutions, et à partir de là, on est capable de se mobiliser sur un sujet aussi important qui intéresse tous les Français. Si on n'a simplement qu'un bout d'information et on vous demande simplement de suivre et d'approuver des décisions toutes faites, et bien à partir de là, ce n'est pas ça l'union nationale, ce n'est pas se mettre derrière uniquement un président qui prend des décisions au regard d'informations que nous estimons bonnes ou pas bonnes, sans avoir de certitude. Et je crois que c'est vraiment cette crise de confiance, pour moi, qui est le point le plus essentiel. Jérôme Durin. Oui, moi je pense qu'il y a les institutions, il y a la Ve République, il y a le monarque républicain, il y a le fait aussi que le macronisme a un petit problème avec la démocratie, quoi. Avec la capacité à entendre ce qui est dit. D'ailleurs, notre collègue disait tout à l'heure, je ne peux pas entendre. Mais c'est bien ça la difficulté, je ne peux pas entendre. Est-ce que l'exécutif a besoin de nous? Si cette crise est si grave, elle est très grave, alors on a besoin de toutes les intelligences, on a besoin de toutes les énergies, on a besoin de tous les conseils. Et d'ailleurs... Mais est-ce que les sénateurs ont toujours été constructifs? Puisque ça fait partie des critiques faites aussi au Sénat de la part de l'exécutif. Est-ce que les sénateurs ont toujours été, ont toujours voulu aller dans une direction... Peut-être au moment de l'affaire Benalla, on paye peut-être pour nos crimes antérieurs. En tout cas, je pense que dans la crise sanitaire, on a été constructif. Quand il s'est agi de voter des lois difficiles pour les parlementaires, on l'a fait. Et il me semble que quand les choses sont faites correctement, on le dit. On dit par exemple que sur la gestion économique de la crise, c'est plutôt une réussite. Donc on a le droit aussi de dire qu'il y a un problème sur la gestion sanitaire. Et d'ailleurs le rapport du docteur Pittet, épidémiologue suisse, qui dit il y a un défaut d'anticipation sur les masques, sur les tests, la communication est brouillonne, eux ne disent pas autre chose que nous disons nous parlementaires. Donc il faut entendre, il faut écouter. Il faut associer, il faut plus de transparence. Et après, il y a des erreurs stratégiques, mais il y a un sujet de responsabilité. Il y a un sujet de responsabilité. Gérald Darmanin, sur les questions de sécurité, dit c'est pas moi, c'est pas moi. Olivier Véran nous dit vous êtes méchants, vous nous voulez du mal. Non, on fait notre travail. Si on n'a pas besoin de démocratie, alors on va se confiner nous-mêmes. Si on pense que la démocratie est utile, laissez-nous dire ce qui va bien et ce qui va moins bien. Valérie Gomez-Bassac, vous le trouvez injuste, ce procès en impréparation qui est fait, et pas seulement par des parlementaires, hein, aussi évidemment par les Français, mais aussi des médecins, des scientifiques, des chercheurs? Alors tout d'abord, quand on reprend mes phrases, donc j'ai dit en effet que je ne pouvais pas entendre, je ne peux pas entendre certaines critiques quand elles sont infondées, sinon je peux tout entendre. Il faut vous laisser dire ce que vous faites ce que l'on fait de bien ou ce que l'on ne fait pas de bien, certes, mais des propositions, ce serait peut-être plus constructif que de simples jugements. Ça aussi, je trouve que ce serait beaucoup mieux. Et ensuite, un peu d'humilité. Je veux dire, ce virus, personne ne le connaît, on ne connaît pas son devenir, on ne sait pas
pas tout. On se fie énormément au monde scientifique et il y a énormément d'incertitudes aussi. Et je les remercie pour tout le travail qu'ils font au quotidien, mais nous n'avons pas les réponses de toute cette problématique à venir. Je parle au niveau sanitaire. Et surtout, regardons les autres États au niveau européen. C'est-à-dire que si nous étions si mauvais que cela, ailleurs, ils auraient des résultats incroyables. Et on se rend bien compte que nous sommes tous dans la même situation. Et avec beaucoup d'humilité, eh bien, on prend les décisions que l'on pense les plus adaptées à un moment donné, compte tenu des connaissances scientifiques à un moment bien précis. Alors c'est très bien que vous parliez des scientifiques, que vous dites, écoutez, on peut toujours refaire l'histoire, mais il y a quand même un élément qui interroge Valérie Gomez-Bassac, et je vais vous redonner la parole dans un instant. Le conseil scientifique, mis en place par Emmanuel Macron en personne, pour être accompagné quotidiennement par des spécialistes, avait lui-même alerté. C'était les 9 et 10 septembre dernier, Valérie Gomez-Bassac. Il avait tout prédit. La hausse exponentielle jusqu'au manque de lits en réanimation au mois d'octobre. Souvenez-vous, on l'écoute et je vous donne la parole juste après. Vous l'indiquez que les décisions allaient être difficiles à prendre. Ces chiffres, à partir des calculs qu'on peut faire, montrent que le système de soins, et qu'en particulier le nombre de lits de réanimation qui peuvent être consacrés aux patients Covid, va être bousculé et interpellé à partir, je dirais, de la mi-octobre ou à partir de début octobre dans certaines régions. Valérie Gomez-Bassac, vous dites que l'exécutif écoute les scientifiques. Jean-François Delfraissy a averti dès le 9 septembre que des décisions difficiles allaient devoir être prises, que la situation était déjà inquiétante. Que s'est-il passé ? Eh bien, certaines décisions ont été prises, notamment regardez la fermeture des bars et des restaurants à Marseille, et vous avez vu l'opposition qui s'est comment dire, levée contre nous. Et voilà, on essaie de les prendre, mais il y a aussi une réalité économique, donc il faut à chaque fois trouver un juste équilibre. Et il y a aussi une réalité sociale, c'est-à-dire que nous espérions et nous espérons toujours, attendons les annonces du président de la République, mais éviter le confinement. Donc il y a ces couvre-feux qui ont été pris et adaptés au fur et à mesure de la propagation du virus. Et au niveau des lits, cette position était en septembre. Depuis, l'augmentation des lits est quand même un fait avéré. Donc les lits de réanimation ont bien augmenté. Mais ensuite, il faut des personnes, et des personnes on ne peut pas les former en 2 mois. Valérie, donc c'est vrai qu'il y a un manque aussi de réalité économique. Est-ce qu'il y a aussi une réalité politique, et j'allais dire une petite frilosité à prendre des décisions tranchantes, parfois dures, demandées par les médecins parce que vous avez peur d'une levée de bouclier des oppositions? Non, je pense pas. Sincèrement, bon, je ne suis pas, je suis pas à la place du président de la République ni du chef du gouvernement, mais les décisions sont prises au moment où elles doivent être prises, et aussi graves soient-elles. Vous savez, annoncer les couvre-feux, c'est pas évident. Annoncer les confinements, c'est pas évident, et ça a été fait au moment où ça devait être fait. Donc voilà, attendons ce soir pour voir les décisions qui vont être prises, et vous verrez que si elles sont sévères, l'opposition saura nous dire demain qu'elles sont trop sévères. C'est vrai ça, Olivier Henno? Les oppositions ont tendance à se lever très très vite après des décisions très strictes, mais qui semblent nécessaires pour les médecins, et puis qui sont contestées par les oppositions politiques. Je pense que ce n'est pas les oppositions politiques seulement, c'est les Français eux-mêmes. Si vous allez dans la rue, les Français le demandent, ce confinement. Il y a des Français qui demandent plus de sévérité. Il y a des gens qui critiquent cette sévérité du confinement. Les points de vue, c'est la démocratie. Les points de vue, il y a le sanitaire, il y a l'économique, il y a le social, il y a le scolaire, c'est normal. Je vous rappelle juste qu'un sondage dit que les Français attendent des mesures strictes et veulent un reconfinement, non pas par plaisir, mais parce qu'ils ont compris que ça allait. On aurait demandé ça il y a quelque temps. Mais êtes-vous sûr que l'opposition représente Je pense que c'est plus complexe que ça. Non, moi, en vérité, on peut comprendre que par rapport à cette crise, un pouvoir tâtonne un peu. Je veux dire, près de la Belgique, là... en Belgique, ils n'avaient pas aux Pays-Bas. Enfin, je regarde un peu ce qui se passe. C'est pas illogique. Ce qui est frappant, c'est le contraste qui existe entre cette forme d'incertitude que les Français peuvent comprendre et cette forme le président, pas tant encore le président lui-même, mais Olivier Véran, qui, au fond, par une forme de suffisance, utilisons le terme, nous vend l'idée, essaye d'ailleurs, ça marche pas trop bien. Voilà, on prend toutes les bonnes décisions, il n'y en a pas d'autres à prendre, et de toute façon, il n'y a pas d'autre vérité que la nôtre. Et compte tenu
de la complexité du sujet, c'est vrai que forcément, il y a un malaise. On ne peut pas construire une union nationale sur ces bases. Et la base de l'union nationale, elle se construit en associant les gens, mais pas en disant « c'est ma vérité et vous n'avez plus qu'à la partager ». Ça ne peut pas marcher. Ça. Jérôme Durain, puis-je vous rappeler tout de même à quel point Jean-François Delfraissy avait été critiqué pour les propos qu'on vient d'entendre à l'instant. Jugé alarmiste, considéré comme un oiseau de mauvais augure par tous. Et cela aussi, l'exécutif, il faut le dire, a dû le gérer. Souvenez-vous de cette tribune publiée dans Le Parisien le 11 septembre, donc 2 jours après les propos de Jean-François Delfraissy, 35 chercheurs, médecins, universitaires fustigeant la gestion par la peur de la pandémie par le gouvernement et son conseil scientifique. Cette structure est dominée par des gens qui, parmi toutes les hypothèses, retiennent systématiquement les pires et sont incapables d'expliquer pourquoi. Ça, c'est une déclaration du sociologue Laurent Muccielli, l'un des initiateurs de cette tribune. Est-ce que c'est aussi compliqué d'agir en fonction de l'opinion, des avis, notamment des oppositions? Mais c'est évident, cette crise est inédite, elle est d'une complexité inouïe. Personne ne peut bien gérer une crise comme celle-là. Il faut être honnête. En revanche, on peut se donner des moyens démocratiques pour essayer de la gérer au moins mal. Et quand notre collègue nous dit tout à l'heure, faites-nous des propositions, pour faire des propositions, il faut qu'on ait des éléments. Et le défaut de transparence, le défaut de concertation fait que nous n'avons pas les moyens de faire des propositions parce que nous n'avons pas accès à l'information. Donc, on a envie de lancer un appel à l'exécutif, mais servez-vous de nous. Nous sommes là pour servir l'intérêt général. Nous ne sommes pas irresponsables. On voit, nous, des gens, des soignants, des intermittents. Moi, j'ai vu un autocariste, j'ai vu des agriculteurs en début de semaine, des gens qui sont dans une panade noire. Ah ouais. Donc, on représente la société française. On a envie d'être utile, on a des gens qui sont malades autour de nous, nos proches, donc on a envie de s'en sortir tous. Mais pour ça, quand on est aux responsabilités, on a des responsabilités supérieures à celles des oppositions, des minorités. Donc il faut tendre la main, il faut se faire aider. Donc notre rôle de parlementaire, il est difficile, moins difficile que celui de l'exécutif, avec toutes ces revendications contradictoires, ambiguës. Mais je pense qu'on peut faire mieux en matière de travail démocratique, on en a besoin. On est plus intelligent à plusieurs. Vous la prenez, cette main tendue, Valérie Gomez-Bassac, et je vous donne la parole ensuite, Philippe Mouillet. Alors, moi, je la prends, mais c'est pas tant à moi de la prendre ou de ne pas la prendre. Mais vous savez, je vois au niveau local, donc moi je suis dans le département du Var, avec les oppositions, donc au niveau des différents maires, ça se passe très très bien parce qu'aujourd'hui, ils relaient la bonne information et du coup, il y a beaucoup moins de tension au niveau des citoyens et même au niveau des professionnels. C'est-à-dire que dès lors qu'ils voient que le député a un discours et que les maires ont le même discours et que les maires sont inquiets et que finalement, au niveau économique, ils peuvent comprendre certaines mesures, etc., etc., ça se passe beaucoup mieux. Donc c'est à tous les niveaux aussi que le relais doit se faire et que cette expression démocratique doit se faire. Philippe Mouillet. Oui, je crois qu'à la question qui est posée sur les propositions, moi je pense qu'à la Commission des affaires sociales du Sénat, nous avons porté et nous avons un certain nombre de propositions que nous avons proposées au gouvernement. Que ce soit sur la gestion des tests, que ce soit sur la gestion de l'hôpital, l'organisation. Et je crois que le vrai sujet, c'est qu'à un moment donné, on doit co-construire ensemble si on veut que tout le monde soit mobilisé. Simplement un exemple. Nous sommes à la veille de l'examen du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Aujourd'hui, les enseignements que l'on tire sont uniquement des enseignements en matière financière, en matière des dépenses, et absolument pas en matière d'organisation. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, de nouveau, on continue dans la même logique et qu'on essaye de réagir pas face à une situation sur du court terme. Et je crois que le vrai débat, il est vraiment à avoir sur une vision long terme. Alors, elle est compliquée, le gouvernement parfois fait ce qu'il peut, mais le vrai sujet pour les Français, c'est la confiance. De nouveau, je réutilise ce terme. Et donc, dès lors que vous avez une vision long terme sur la façon d'organiser les choses, eh bien, vous êtes capable de mobiliser tous les acteurs. Et des propositions, aujourd'hui, il y en a sur la table. Le tout, c'est d'avoir une capacité à les partager avec le gouvernement. Et on s'arrêtera là. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce débat en direct sur Public Sénat dans Allons plus loin. LPL qui continue avec notre grand entretien. Nous recevons ce soir Marine Jantet, déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. On va s'arrêter avec elle sur les chiffres effarants et très inquiétants des victimes collatérales de cette crise sanitaire. Ce sont ces personnes qui sont en train, purement et simplement, de basculer dans la précarité. Les associations les ont comptées, elles seraient 1 million. La pandémie aurait fait basculer dans la pauvreté 1 million
de Français. Et ils viennent s'ajouter aux 9,3 millions de personnes qui vivent déjà en dessous du seuil de pauvreté en France. Alors nous sommes allés voir comment cela se manifestait au plus près du terrain. C'est Sandra Cerquera, notre journaliste, qui a rencontré des responsables du Secours populaire à Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne, dans une permanence qui fait face à un afflux très important de demandes d'aide alimentaire. On regarde son reportage et on y revient juste après avec notre invité. À 14h, la distribution commence et la file d'attente ne désemplit pas. Cette permanence du Secours populaire de banlieue parisienne multiplie les distributions depuis le confinement et voit apparaître de nouveaux bénéficiaires. Bonjour. C'est le cas de cette mère de famille, intérimaire sans travail depuis des mois. La crise sanitaire l'a basculée dans la pauvreté. Elle a dû choisir entre payer ses factures ou faire manger sa famille. C'est difficile, on se sent un petit peu gêné quand on n'a pas vécu une situation pareille. Ça nous donne un peu de répit, le fait de venir ici et trouver de quoi à donner aux enfants. Mais ce n'est pas une situation souhaitable, qu'on l'espère, on n'espère pas la vivre plus longtemps. Intérimaire sans mission, salarié en CDD non renouvelé, étudiant privé de petits boulots, ce nouveau public de travailleurs précaires vient grossir les rangs des bénéficiaires. 45% des personnes aidées depuis le début de la crise viennent pour la première fois. Il y a tout ça à ranger. Du jamais vu, assure Manuela Chevalier, qui travaille au Secours populaire depuis près de 10 ans. Là, ça touche toutes les structures. On rencontre tous ce problème-là en fait. À toutes les distributions, on voit des personnes nouvelles arriver. C'est pas une, c'est pas deux, c'est 10, c'est 15 et bien sûr ça fait du monde en plus, ça fait des personnes en plus. Avec la crise du Covid, un Français sur 3 a subi une perte de revenus. Mais alors que les demandes augmentent, le nombre de bénévoles, lui, est en baisse. Ils sont 30 en temps normal à travailler ici, contre 15 aujourd'hui. Vous étiez déjà venu, c'est ça? Voilà, vous n'êtes pas venu un peu à cause du Covid. Jocelyne, retraitée et bénévole de longue date, elle continue de venir donner un coup de main. Mais ce n'est pas le cas de tous. Il y en a beaucoup qui n'osent pas venir parce qu'ils ont peur du Covid, il ne faut pas rêver. On a quand même le gel, on a des choses, mais on est comme tout le monde. Il y a la peur qui existe quand même. Donc c'est une surcharge pour nous, la fatigue en plus, et on finit parfois très tard. Une situation qui risque de s'installer alors que les dons alimentaires des grandes surfaces commencent aussi à manquer. On est dans l'appréhension parce qu'on ne sait pas si on sera en mesure de suivre les demandes. Les associations caritatives craignent de voir 1 million de personnes basculer sous le seuil de pauvreté et attendent des réponses fortes du gouvernement, comme une hausse des principaux minima sociaux, ainsi que l'ouverture du RSA dès 18 ans. Voilà, reportage très touchant donc de Sandra Cerquera avec nous pour aller plus loin ce soir. Marine Jantet, bienvenue. Vous êtes déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. On parlera évidemment du plan pauvreté présenté par Jean Castex il y a quelques jours. D'abord, ce chiffre, 1 million de Français qui auraient basculé dans la pauvreté à cause de cette crise. C'est un chiffre avancé par les associations. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer, ce chiffre? Est-ce qu'il vous semble juste? Est-ce que vous avez les mêmes données? Bonsoir. Alors effectivement, c'est un chiffre qui circule pas mal, qui n'est pas tellement étayé en fait, qui est un chiffre d'estimation des associations qui elles-mêmes reconnaissent qu'elle n'est pas vraiment basée sur des faits très objectifs. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une augmentation des dépenses de RSA, donc qui peut correspondre en fait surtout à ce fait que des gens ne sortent pas du RSA, là où il y avait des gens qui arrivaient à sortir ponctuellement avec des petits boulots ponctuels, etc., qui n'ont plus parce que la crise justement supprime ces boulots-là. Il n'y a pas encore de vague d'arrivée massive de nouveaux bénéficiaires du RSA. Ça va peut-être venir, mais je vous parle des choses. Et c'est sûr qu'il y a ces sujets d'aide alimentaire qu'on vient de voir qui sont un indicateur aussi indirect. Donc on sait bien que les choses vont commencer probablement un peu à se dégrader, mais à ce stade, on n'est pas encore à ce million de pauvres tel que c'est avancé. D'accord, alors dans ce reportage, on voit des gens qui n'auraient jamais été demandés de l'aide s'il n'y avait pas eu cette crise et l'arrêt de leur activité. Les conséquences de cette crise, ça a été le confinement, ça a été l'arrêt de l'activité, des intérimaires, des étudiants qui n'ont plus de petits jobs. Est-ce que ça va au-delà de ce que vous imaginiez? Est-ce que vous êtes vous-même surprise par ce changement de profil de gens qui viennent demander de l'aide alimentaire? Non, c'était déjà dès le confinement en fait. Ça a été très très tôt. En fait, c'est notamment vous n'avez pas cité les indépendants.
tous les commerçants indépendants qui se sont retrouvés, qui n'ont pas de filet de sécurité, hein, qui n'ont pas de chômage partiel. Ils ont pu mettre éventuellement leurs salariés au chômage partiel, mais pas eux en tant que personnes. Et donc, dès le confinement, en fait, on a vu apparaître ces personnes qui se sont retrouvées très fragilisées. Et on en est parfaitement conscient. Il y a eu des aides qui ont été proposées par le gouvernement pour les travailleurs indépendants. On a aussi fait des aides pour les étudiants dès le mois de juin via les Crous. Mais on sait effectivement que c'est des publics sur lesquels on est très attentif, mais depuis plusieurs mois, on n'est pas surpris. Et on essaye à chaque fois de trouver. C'est pour ça qu'on a aussi proposé, par exemple, pour les étudiants, le RU à 1 euro pour la rentrée. Voilà, on sait qu'il y a des mesures qui peuvent concrètement aider ces personnes dans leur quotidien, le plus. Sauf que c'est loin d'être terminé dans moins d'une heure maintenant. Emmanuel Macron va annoncer des nouvelles mesures, a priori plus strictes. On parle d'un reconfinement. On imagine les dégâts économiques et sociaux que cela va provoquer. Est-ce que vous êtes inquiète vous-même ? Bien sûr que je suis inquiète. Je pense que je suis inquiète comme tous les Français. Enfin, on peut pas être complètement serein, insensible à cette situation qui va tous nous toucher, qui touche moi un public dont j'ai la charge et pour lequel je suis particulièrement sensible. Oui, je suis inquiète. J'espère que nous attendons. Voilà, je n'ai pas forcément d'informations. Mais est-ce que vous avez été ne serait-ce que consulté ? Est-ce que la précarité, la pauvreté font partie des sujets de réflexion lorsqu'on sait qu'on va annoncer des mesures beaucoup plus strictes ? Est-ce que votre ministère, dans votre ministère, bien sûr. Vous savez que le ministre, M. Véran, est avant tout ministre des Solidarités et de la Santé, donc il est tout particulièrement sensible à ces aspects-là. Et donc effectivement, là, on a eu le temps de se préparer. On a déjà l'expérience du premier confinement, donc effectivement, il y a déjà eu des réunions, même avec les associations, pour anticiper l'hébergement des personnes. On a un petit coup d'avance, on va dire, par rapport au mois de mars où les choses sont tombées beaucoup plus brutalement. Donc oui, il y a une vraie attention. Après, le gouvernement a annoncé, comme vous le disiez samedi dernier, des mesures qui étaient déjà un complément qui avait été annoncé dans le cadre de sa déclaration de politique générale au mois de juillet. Le Premier ministre l'a dit samedi, s'il faut, les choses encore s'adapteront. Le gouvernement, pendant tous ces derniers mois, a énormément ajusté sa politique. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pendant le confinement, notamment sur l'aide alimentaire. On a eu vraiment un gros renfort financier pour soutenir les associations. Il y a eu beaucoup des aides qui ont été faites pour les jeunes, comme je disais, pour les familles, qui vont être reconduites le 27 novembre. Donc, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites. Donc, on va évidemment ajuster. Enfin, sur cette situation, je pense qu'il faut rester assez humble. Les choses, on voit bien que les situations évoluent au jour le jour et qu'on doit s'adapter. Alors, justement, rentrons peut-être un peu dans le détail. Effectivement, samedi dernier, vous le disiez, Jean Castex a exposé la stratégie du gouvernement face à la pauvreté. Il s'est rendu pour l'occasion, on va voir des images à Épinay-sur-Orge, dans l'Essonne, dans un centre d'hébergement et de réinsertion Emmaüs. Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots cette stratégie, nous la détailler un peu ? Alors déjà, elle s'inscrit dans la continuité de la stratégie annoncée il y a 2 ans. C'est-à-dire que la stratégie annoncée il y a 2 ans, qui a été conçue dans un autre contexte économique, avait une vocation de prévention et de moyen terme. Donc tous ces moyens-là, toutes les actions qui ont été développées dans le cadre de ce premier acte, on va dire, de la stratégie pauvreté, sont toujours valables. On continue. Il s'agit d'accueillir des enfants dans les crèches, les enfants défavorisés, de travailler sur l'insertion des jeunes. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui sont toujours valables et ça, il ne faut surtout pas lâcher. Je plaide pour ça, des mesures de moyen terme, parce qu'on sait que derrière, c'est des choses qui vont... On sait porter leurs fruits un jour, quoi. Oui, et que malheureusement, la pauvreté se reproduit de génération en génération. Et si on veut éviter ça, il faut continuer envers et contre tout, malgré la crise. Par contre, le gouvernement ajuste les choses. Alors, qu'est-ce qui a été annoncé de nouveau samedi dernier ? Ce qui a été annoncé de nouveau, c'est d'abord un renforcement de toutes les mesures d'urgence, d'insertion professionnelle qui existaient déjà dans la première partie de la stratégie. Mais là, on sait que l'insertion va être d'autant plus nécessaire et il va falloir accompagner encore plus les personnes qui sont un peu éloignées de l'emploi parce que si le chômage augmente, malheureusement, ces personnes vont se retrouver en deuxième ligne et il faut les maintenir en activité, etc. Donc là, il y a toute une série... Donc 30 000 nouveaux postes créés d'ici à 2022 dans les structures d'insertion par l'activité économique. Voilà. Et aussi des parcours emploi compétences. Voilà, il y a toutes sortes de mesures qui sont proposées pour cette partie insertion. Ce qui est aussi nouveau, c'est qu'on a fait des mesures sur la partie hébergement-logement parce qu'on voit par exemple pour des femmes sortant de maternité, là sans abri, il y avait un vrai besoin. Tout ce qui est prévention des expulsions locatives, on sait que ça va être un sujet. Pour l'instant, on n'a pas encore le choc des expulsions, mais évidemment, l'objectif, encore une fois, on est dans la prévention, donc avoir des équipes mobiles qui vont aller au-devant des familles pour anticiper leurs problèmes. Créer aussi, par exemple, augmenter le nombre de points conseil budget qui sont des actions qui sont censées accompagner les familles pour éviter le surendettement. Donc là aussi, on essaie toujours des actions de prévention. En fait, toutes ces actions sont là pour
éviter la bascule dans la pauvreté. Et puis il y avait 2 aides qui ont été, que j'ai déjà citées, les aides pour la famille, pour les familles précaires et les jeunes, qui vont être renouvelées, ce qui n'est pas négligeable. Alors, on va les voir dans le détail, parce qu'effectivement, Jean Castex a aussi rappelé samedi dernier ce qui avait déjà été fait ces dernières semaines. On va les regarder d'un peu plus près ensemble sur un tableau qu'on a préparé. Les bénéficiaires du RSA et de l'ASS, chômeurs en fin de droit, percevront le 27 novembre une aide exceptionnelle de 150 €, plus 100 € par enfant à charge. Même aide pour les familles touchant les aides au logement. Les jeunes de moins 25 ans et les étudiants boursiers vont percevoir également 150 €, fin novembre ou début décembre. Le 27 novembre. Le 27 novembre également, ça y est, donc c'est précis. Voilà. Merci d'apporter cette précision. Moi, quand je lis ça, j'ai envie de dire, c'est de l'aide par petites touches. C'est de l'aide ponctuelle. On parle de gens qui vont avoir des problèmes de pauvreté et de précarité sur plusieurs mois. Quelle est la réponse du gouvernement face à cela ? Alors d'abord, le gouvernement espère que cette période, cette crise sera une période temporaire. Je pense qu'on l'espère tous, que ce sera. Oui, mais on voit qu'elle se rallonge, donc on peut l'espérer, mais enfin. Eh bien déjà, le gouvernement a réagi en proposant ces nouvelles aides. Elles étaient et finalement pour une famille qui est au RSA qui a 3 enfants, elle aura perçu cette année 1 200 €, ce qui est l'équivalent d'une revalorisation du RSA. Donc in fine, on peut dire que c'est ponctuel, sauf que ça finit par être quand même des aides conséquentes et qui vont. D'accord, mais psychologiquement, c'est pas du tout la même chose et c'est pas forcément très rassurant si vous voulez aussi que ces personnes aillent consommer. Quand on sait que c'est une petite touche ponctuelle et on ne sait pas s'il y en aura une autre le mois d'après et ainsi de suite, c'est pas tout à fait le même effet quand même. C'est pas tout à fait le même effet, mais encore une fois, pour l'instant, le nombre de bénéficiaires du RSA n'augmente pas. Donc on est encore dans une phase d'entre-deux. Je souhaite qu'elle soit d'ailleurs la moins catastrophique possible, mais on n'est pas encore dans une période où ça explose et ces personnes se retrouvent de manière massivement dans la précarité. On voit qu'il y a aussi d'autres aides, parce qu'il y a l'aide monétaire, mais il y a aussi tout ce qui est aide alimentaire, il y a les aspects il y a eu l'aide alimentaire sont les associations qui s'en occupent, c'est pas le gouvernement. Mais c'est le gouvernement qui paye. Qui les finance. Oui, c'est un petit détail qui a son importance, parce que c'est non seulement, c'est quasiment essentiellement des fonds publics, l'aide alimentaire. Ce que les gens oublient souvent, c'est à la fois des fonds européens massifs et des fonds français. Là, on a débloqué 94 millions d'euros en 2020 sur l'aide alimentaire en France. Donc l'aide quotidienne alimentaire, elle vient aussi de l'État. Mais elle vient principalement, il y a aussi une partie des dons, mais majoritairement de l'aide publique. Et ça, on l'oublie. Alors après, elle est organisée, délivrée et distribuée par les associations qui sont absolument essentielles. Et voilà, on a vraiment besoin d'elle et on est tout à fait en soutien d'elle. Et d'ailleurs, dans le cadre du plan de relance, il y a 100 millions d'euros qui est prévu de soutien aux associations, qui va aller notamment aux associations d'aide alimentaire pour leur refinancer par exemple des nouveaux camions de ramasse, parce que voilà, changer un peu améliorer leurs locaux. Enfin voilà, on est parfaitement conscient qu'on a besoin d'eux, mais derrière il y a un très fort soutien de l'État aussi. Voilà, et ça se fait en parfaite. Et pourtant, vous savez comme moi que ces associations, elles sont mécontentes. Elles ont été très déçues par les annonces de Jean Castex samedi dernier. Vous ne le découvrez pas, je le dis pour les téléspectateurs qui l'ignoreraient. Elle voulait une revalorisation claire, très simple, une mesure simple, la revalorisation des minima sociaux. Pourquoi vous vous y opposez ? Enfin, pourquoi ce gouvernement ce gouvernement s'y oppose ? Pour l'instant, le choix du gouvernement, c'est de ne pas être sur celle. Le président de la République l'a dit assez clairement il y a 15 jours. Il ne souhaite pas, pour l'instant, revaloriser les minima sociaux parce qu'il considère que c'est des incitatifs pour une insertion professionnelle et voilà. Donc c'est le choix qui a été fait, qui effectivement ne plaît pas aux associations, mais qui n'est quand même pas anodin quand même en termes de montant, in fine. C'est pour l'instant de verser des aides ponctuelles. Vous cautionnez complètement ce choix ou pas? Vous savez, j'ai un devoir de réserve, je suis fonctionnaire, j'ai pas de, c'est mon avis personnel. Non, mais je pense qu'il faut, il y a un aspect, pour l'instant j'espère que, moi je vis les choses au jour le jour, on voit que les choses évoluent et bien malin est celui qui sait comment les choses vont évoluer. Le pire n'est jamais sûr et donc il faut aussi, je pense que aussi aider les gens, c'est les aider à s'en sortir de manière durable. Évidemment qu'il y a des aspects ponctuels et de... Mais est-ce que ça tient en temps de crise, de cette crise que nous vivons qui est je pense que historique. Le Premier ministre a dit très clairement qu'il était prêt à revoir les choses dès que les situations seraient objectivées et je pense que voilà, je lui fais confiance. Donc il n'y a pas de posture idéologique. On n'est pas contre la hausse des minima sociaux parce qu'en gros on a peur de l'assistanat, c'est ça pour être clair. Exactement, mais le Premier ministre l'a dit très clairement aux associations samedi matin. Samedi dernier, il était dans une logique extrêmement ouverte en disant il y a beaucoup de dispositifs, par exemple sur les jeunes. Il y a un plan jeune où il y a quand même plus de 6 milliards d'euros, 6,5 milliards qui ont été consacrés à ce plan jeune. Donc c'est pas du tout anodin quand même comme moyen. Bien sûr. Et ça vient tout juste d'être mis en place. C'était
en fin juillet, donc il faut aussi laisser le temps que les choses prennent un peu leur ampleur. Mais vous voulez dire que Jean Castex ne ferme pas complètement la porte à une revalorisation des minima sociaux? Pour l'instant, il dit qu'il reste ouvert à un dialogue et surtout voir s'il y a des trous dans la raquette, parce que voilà, les dispositifs ne sont pas... On a essayé de faire des choses assez concrètes, mais voilà, s'il y a des points qui sont... Il l'a dit très clairement et qu'il était prêt à avoir des... Comme il dit, une sorte de clause de revoyure, de discussion. Donc le dialogue est là. Et d'ailleurs, les associations ne disent pas du tout. Il y a un dialogue très fourni, très nourri. On n'est pas forcément d'accord sur les solutions. Mais voilà, il y a... Oui, parce que moi, je vais vous lire. J'ai préparé une citation. C'est la réaction très hostile d'ATD Carmonde. Les choix de l'exécutif relèvent d'un mépris et d'une logique éculée consistant à opposer les bons pauvres, à qui l'on donnerait un coup de pouce pour les aider à retrouver le marché de l'emploi, et les mauvais pauvres, à qui l'on distribuerait les miettes. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Je ne vais pas répondre parce que c'est pas du tout la... Enfin, moi, je sais que c'est pas du tout... Ça, c'est la vision que peut-être qu'a ATD Carmonde de ce que pense l'exécutif pour participer à un certain nombre de discussions. Je sais que c'est pas du tout le cas. Et que chacun a des réponses différentes à des situations qu'on peut partager. Je pense que les constats, tout le monde les partage. Après, les solutions, elles sont différentes. Et ça, c'est le sujet de la politique. Donc, il n'y a pas de bons pauvres et de mauvais pauvres? Bien sûr que non. Enfin, sinon, il n'y aurait pas de stratégie pauvreté. Enfin, voilà. Je rappelle la logique d'Emmanuel Macron, qu'il a lui-même exprimé assez clairement il y a à peine 2 semaines. Nos fondamentaux, c'est la lutte contre la pauvreté par le retour à l'activité et le travail. Mais quand il n'y a pas d'activité et pas de travail, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on verra. Pour l'instant, c'est tout l'enjeu des annonces qui ont été proposées samedi justement sur l'insertion par l'activité économique ou autre, vise justement à maintenir cette activité pour essayer de passer la période difficile qui nous attend. Si ça ne suffit pas, on reverra la copie. Je pense que les choses... Vous êtes prêt à revoir? Quand je dis vous, entendons-nous bien. Mais bien sûr, mais le Premier ministre s'y est engagé samedi dernier, donc c'est pas du tout une porte close. Donc les choses sont... Prêt à revoir les fondamentaux d'une reprise? Revoir les solutions nécessaires face à certaines situations qu'on verrait. Voilà, donc je pense qu'il faut laisser d'abord le temps que les actions qu'on vient d'annoncer portent leurs fruits. Enfin, c'est-à-dire que il n'y a pas de baguette magique. Honnêtement, il y aura même la revalorisation du RSA, n'en déplaise aux associations, ce ne sera pas la baguette magique. C'est pas déjà 500 €, c'est très peu. Enfin, c'est pas si vous donnez 550 €, ça va changer un peu, mais c'est pas ça qui va. Et l'idée d'un revenu de base, elle revient pas sur la table. C'était une idée revenu universel qui avait été émise par notamment Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle. Pour l'instant, c'est pas un sujet qui est sur la table. Il y avait un autre sujet qui était le revenu universel d'activité, qui est autre chose, qui n'est pas un revenu de base, qui était un travail pour lequel le Premier ministre a dit que les travaux allaient reprendre, mais qui n'est pas la même chose. C'est plutôt une harmonisation des... Mais je rappelle quand même qu'on a un système de sécurité en France, sécurité sociale assez fort, et que on peut nous dire les minima sociaux, il faut les revaloriser, mais on a déjà quelque chose qui marche assez bien. On a un taux de pauvreté le plus faible d'Europe. On est beaucoup plus faible qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne, par exemple. Et on sait que si on n'avait pas tout notre système de redistribution grâce aux minima sociaux, on est à 15% à peu près de pauvreté, on serait à plus de 22% de taux de pauvreté. Donc je pense qu'il faut, bien sûr qu'on peut aller encore plus loin et qu'on y est très vigilant. Et si je suis là ce soir, si le Premier ministre a fait ce déplacement et a annoncé et s'est impliqué personnellement dans cette annonce, après une annonce du Président de la République il y a 2 ans d'une stratégie de plus de 8 milliards d'euros, c'est pas parce il y a ni mauvais pauvres ni bons pauvres. Mais il y a du volontarisme. Il y a du volontarisme. Après, les solutions, on pourra les ajuster, on verra. Mais déjà, laissons les actions proposées porter leurs fruits. Et malheureusement, il n'y a pas une seule solution pour résoudre le problème de la pauvreté. Ça peut paraître après un égrenage de petites mesures, mais en même temps, vous avez besoin... Les cantines à 1 € qui permettent aux enfants de... c'est aussi très important, autant qu'une revalorisation du RSA. C'est-à-dire que ça permet aussi à des enfants d'avoir un repas complet chaque jour. Et ça vient aider des familles précaires. Et ça aide des familles précaires. Donc vous voyez, il y a plein de manières et c'est très opérationnel. Voilà. Et donc je pense qu'il y a plein d'outils à notre disposition. Toutes les cartes sont sur la table. Il n'y a pas de tabou. Voilà. Donc après, laissons aussi les choses s'adapter et en fonction de contextes vraiment objectivés. Alors, vous l'avez dit, des mesures ciblées pour aider les plus défavorisés. Malheureusement, et vous l'avez dit vous-même, vous avez employé l'expression, alors je vais l'employer aussi, il y a toujours des trous dans la raquette. Il se trouve que la semaine dernière, dans notre émission Dialogue Citoyen, nous donnions la parole notamment à Marion Aburto, qui est entrepreneure dans l'événementiel sportif. Et elle nous a expliqué qu'elle ne rentrait dans aucune case pour bénéficier de la moindre aide. On l'écoute et je vous fais réagir après. Je suis solvable. Je suis à jour de toute cotisation, de la CREPAD, tout ce qui passe, je le paye dans les temps, en temps et en heure. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le système français est fait comme ça et je suis favorable à la base.
Sauf que depuis cet été, je suis exclue du fonds de solidarité. Donc très clairement, par rapport aux déclarations de Bruno Le Maire, moi, je me sens complètement mise de côté, je n'ai plus de filet de sécurité. À chaque modification de la loi de finances, on essaye de corriger et d'améliorer le dispositif. Mais effectivement, moi, ça me peine quand on recense des secteurs d'activité qu'on a ratés. Franchement, voilà, si je devais voter tout de suite, je modifierais le dispositif pour que Marion puisse en bénéficier. Voilà, vous avez entendu Marion Aburto, qui est donc cet auto-entrepreneur, qui fait partie des trous dans la raquette, et la sénatrice Sylvie Vermeillet. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là qui ont besoin d'aide tout de suite maintenant? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas attendre d'éventuels votes, d'éventuelles mesures qui arriveront, mais maintenant, tout de suite, ils vont se poser des questions sur comment ils vont manger, comment ils vont se loger, payer ils rentrent dans le droit commun, c'est-à-dire qu'ils ont quand même droit au RSA. Voilà, alors après, forcément, c'est des gens qui ont un sentiment. C'est ce que je disais, c'est ces indépendants qu'on a vu arriver. C'est ça que je l'ai cité au début. On en est parfaitement conscient, qui arrivaient dans les files d'aide alimentaire dès le début du confinement. Hein. Donc, ils ont droit au système de droit commun comme tous les autres. Donc, ils vont aller à l'aide alimentaire s'il faut. Ils ont des solutions très opérationnelles. Ils peuvent bénéficier du RSA s'ils n'ont plus de revenus. Donc après, ils vont dire que c'est... Enfin voilà, est-ce que ça suffit, est-ce que ça suffit pas? Ça c'est... Non, mais c'est les trous dans la raquette. C'est les trous, mais tout à fait. Mais il y a même, à force d'empiler des mesures, il n'y a pas de politique générale, il n'y a pas de hausse de revenus universelle comme on en parlait il y a un instant. Il y a une politique générale, mais on voit bien que cette crise, elle touche certains secteurs, certains profils. Et que justement, le logique de politique générale, quelque chose qui arroserait tout le monde, ne correspondrait pas forcément à la bonne réalité. Il y a aussi un sujet, on voit on a déjà fait des choses pour les étudiants, on essaie justement de cibler les publics les plus touchés. Et là, je sais qu'il y a des réflexions sur les travailleurs indépendants pour voir qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer spécifiquement, parce qu'on sait bien qu'il y a... Donc c'est de la dentelle, quoi. Vous agissez secteur par secteur. Mais comme il y a eu des plans, vous avez vu sur le plan économique, où il y a eu... Parce que tout le monde n'est pas touché, les secteurs du numérique n'est pas touché comme l'industrie automobile. Et bon, est-ce que ce serait juste de faire... Est-ce que ce serait juste de faire des mesures qui arroseraient tout le monde? Non. Donc du coup, il faut aussi... par contre, c'est vrai que c'est du côté de Bercy, sur la partie des ministres du TPE-PME qui est en charge de réfléchir justement à des sujets sur les indépendants. Je crois que vous êtes par ailleurs médecin, spécialiste en santé publique, hein, je ne me trompe pas. Vous savez que la pauvreté engendre des problèmes graves de santé, parce qu'on mange mal, parce qu'on vit du stress, et donc potentiellement on développe un stress nocif, qui peut être nocif pour son corps. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura une autre crise sanitaire? Est-ce que vous le redoutez? Une crise sanitaire qui sera liée à une pauvreté qui aura engendré d'autres problèmes de santé, potentiellement une augmentation du nombre de cancers, une augmentation de toutes les maladies qui sont liées à la précarité et à la pauvreté. Là, j'interroge la femme médecin que vous êtes. Est-ce que vous le craignez? Est-ce que peut-être même d'ailleurs vous le préparez? Non, mais je vous remercie de vous poser cette question-là, parce que c'est évidemment un sujet sur lequel je suis très sensible, mais malheureusement, elle est déjà là. Enfin, le confinement a révélé les inégalités sociales de santé, comme on les appelle, qui sont déjà là depuis longtemps, et qui tout à coup ont sauté aux yeux. On sait que dans les populations, des quartiers prioritaires de la ville, ils ont eu 2,5 fois plus le Covid que les autres. Et en plus, non seulement parce qu'ils sont dans des habitats plus surpeuplés, ils étaient plus exposés au travail, parce que c'est des gens qui ont des métiers plus précaires, qui n'étaient pas forcément ceux qui étaient éligibles au télétravail. Et qui prenaient les transports. Voilà. Et en plus, c'est des secteurs où on sait qu'il y a moins d'offres de soins. Et donc, ils n'ont pas forcément eu... Il y avait eu le seul recours, parfois, c'est l'hôpital qui était saturé à cause du Covid. Donc ça a révélé de manière cruciale ces inégalités qui étaient déjà là. Enfin, c'est même pas celles qui vont arriver. Occupons-nous déjà de celles qui étaient là. Plus les aspects de santé mentale, qui sont essentiels, dont on ne parle jamais assez en France. Et c'est pour ça que dans le cadre du Ségur de la santé, il y a eu tout un pilier dont on n'a pas beaucoup parlé. Et je vous remercie de me poser la question, parce que on a réussi à dégager 140 millions d'euros pour justement agir sur ces inégalités sociales de santé. Donc il y a tout un renforcement des permanences d'accès aux soins qui permet aux gens d'avoir accès à qui n'ont pas forcément de droit ouvert, d'avoir accès à des soins immédiats à l'hôpital. Il y a des développements de centres de santé participatifs, donc des centres de santé qui vont s'implanter dans les QPV, là où il n'y a pas d'offre forcément libérale, pour pouvoir faire des actions de promotion d'éducation à la santé, justement, de diabète, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de sujets de malnutrition et du coup qui engendrent des maladies chroniques. Donc ça, on y travaille, on espère en ouvrir 60 d'ici 2022. Donc on a eu des financements pour ça. Développer plein d'actions aussi d'aller vers, parce qu'on sait aussi ces publics, malheureusement,
évidemment, ne sont pas celles qui vont spontanément consulter. Et donc, il faut développer des démarches qui vont vers elles. Donc, on va mettre en place des équipes mobiles santé, précarité, des équipes mobiles sur la psychiatrie aussi, qui vont avec des équipes de psychologues et de psychiatres qui vont sur le terrain, qui vont à la rencontre des publics pour les ramener après vers les CMP, qui seront par ailleurs, eux, renforcés avec des psychologues. Donc, vous voyez, il y a tout on va développer les liens. Et on sait assez peu, effectivement. Voilà, et on n'en a pas beaucoup parlé. Et je sais qu'Olivier Véran est particulièrement mobilisé sur ce sujet-là. Donc, sachez qu'on y est très vigilant et qu'on va continuer à l'être là dans les prochains mois, parce que là, s'il y a un reconfinement ou s'il y a d'autres mesures. Et oui, on peut s'attendre malheureusement à de nouvelles conséquences et on s'y intéressera de près aussi sur Public Sénat. Merci infiniment, en tout cas, Marine Jeantet, d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Fin de cette émission, mais on se retrouve très vite, sachez-le. On se retrouve à 22h30 pour une émission spéciale consacrée évidemment aux nouvelles annonces d'Emmanuel Macron. À tout à l'heure.